Par l'augmentation des prix du carburant. L'annonce a été faite vendredi dernier, vendredi soir, selon un communiqué rendu public par le secrétariat des services du Premier ministre. On apprend que dès le 3 février, le litre du super est passé à 840 francs CFA et le prix du gazoil à 828 francs CFA. C'est donc une augmentation de 110 francs pour le litre de super et de 108 francs pour le litre de gazoil. La question que beaucoup se posent, c'est celle de savoir est-ce que le gouvernement pouvait éviter cette augmentation des prix du carburant à la pompe. Le gouvernement l'avait pratiquement déjà annoncé. On savait qu'il y aurait une augmentation des prix du carburant. Tout le monde s'y attendait. Et la question était de savoir quand est-ce que la mesure sera annoncée publiquement et publiée. Et ça a été fait vendredi dernier. Maintenant, une autre question est de savoir, est-ce que, comme vous le dites si bien, est-ce que l'on pouvait éviter cela? Oui, on pouvait éviter cela. Parce que le gouvernement, malheureusement, prend de mauvaises options, de mauvais choix économiques. On pouvait également éviter cela de manière plus précise si l'option qui avait été adoptée à une certaine époque, celle où Charles Metouk était directeur général de la Sonara, qui avait eu la mission de moderniser les infrastructures de cette société en vue précisément de procéder au raffinage de notre propre pétrole, je crois qu'on n'en serait pas là. Malheureusement, pour diverses raisons, un compatriote dont la bonne volonté, le patriotisme a été mis à mal par son arrestation, son inculpation dans une affaire abracadabrantesque. J'ai dit l'affaire Charles Metouk est abracadabrantesque. On ne comprend pas véritablement de quoi il s'agit, mais nous avons le sentiment que fondamentalement, il est arrêté pour des raisons qui ne conviennent pas à ce qui s'est véritablement passé. Alors je voulais rappeler justement que Charles Metouk, il faut le préciser, a entrepris en 2010 la modernisation des infrastructures de la Sonara dans ce qui a été appelé le projet Sonara 2010. Il disait être en mesure, et je crois qu'il avait commencé à mobiliser les fonds pour la phase 1, n'est-ce pas, de la modernisation, de l'extension de cette entreprise de raffinage de pétrole. Oui. Parce que, comme on le sait, la Sonara jusqu'ici n'est pas en mesure de raffiner le pétrole qui est produit par le Cameroun. Et l'opération visait justement à mettre en place des infrastructures beaucoup plus modernes qui permettraient justement de raffiner le pétrole camerounais. Malheureusement, comme vous l'avez indiqué, il a été arrêté en 2013. Il a été condamné par le tribunal criminel spécial à 15 ans de prison ferme pour détournement, n'est-ce pas, des deniers publics à hauteur de 500 millions de francs CFA. Et vous indiquez tout à l'heure justement que si on avait peut-être permis à Charles Metouk d'aller jusqu'au bout de l'opération, peut-être qu'on n'en serait pas là. C'est bien ce que vous dites. C'est bien ce que je dis, et j'insiste là-dessus, parce que s'il allait au bout de l'option de l'opération qu'il avait commencé à mener, et de manière efficace, je pense qu'on serait dans une situation qui ressemble à peu près à ce que vit le Nigeria, à peu près à ce que vit la Guinée équatoriale, où le prix du super ne dépasse pas 500 francs. Mais nous passons de 730 francs à 830 francs. 110 francs de plus. Et on connaît bien l'impact, n'est-ce pas, d'une telle mesure sur les ménages, sur les entreprises, y compris la plupart des entreprises économiques à Douala, à Yaoundé comme partout ailleurs. Je voudrais préciser que depuis le début de cette semaine, seulement ici, au groupe Equinox, on fonctionne avec le groupe électrogène. Pratiquement 5 jours sur 7, si ce n'est 7 jours sur 7. Donc, vous voyez, donc on est obligé d'avoir des coûts de production, des coûts supplémentaires. Et ça, c'est pour une entreprise parmi tant d'autres. Et quand je pense également aux ménages qui vont en souffrir, dont le panier de la ménagère est déjà assez squelettique, il faut s'attendre à l'effet domino. Parce que il va falloir faire en sorte que le coût de revient des produits vivriers sur le marché soit encore plus élevé, dont le panier de la ménagère sera encore plus maigre, alors que nous savons tous que le pouvoir d'achat est très très faible. Donc nous sommes actuellement engagés, le gouvernement engage le peuple camerounais, précisément le bas peuple camerounais, dans une situation très difficile, très complexe. Et je me rends compte que ça va être difficile à supporter.
cette augmentation nouvelle, qu'on aurait pu éviter pour la raison que j'ai évoquée tantôt. Parce qu'il n'est pas tard pour le gouvernement de revenir sur l'option de modernisation effective en vue de raffiner notre propre pétrole, qui est de très bonne qualité, c'est reconnu par tous les experts nationaux et internationaux, ce qui fera en sorte qu'on évite tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, dans une situation de paupérisation avancée, dans une situation où les entreprises ont de la peine à décoller, où de plus en plus, beaucoup tombent en faillite. On sait tout ce qui s'est passé depuis la maladie du Covid-19 jusqu'à ce jour. Je peux vous assurer que les entreprises fonctionnent très très mal. Il y a eu des licenciements partout par là, il y a eu des baisses de salaire. On évoquait déjà la baisse des revenus avec l'une des mesures prises, qui a été prise par ces lois de finances. Donc, à cela s'ajoute cette augmentation des prix du carburant qui va faire très mal aux ménages, très mal aux entreprises et notamment à l'industrialisation du Cameroun. Charles Dicam, Edmond insiste davantage sur les conséquences de cette augmentation de prix du carburant. Il a pris le cas des entreprises qui ont déjà des difficultés après la Covid. Il y a maintenant cette augmentation de prix du carburant. Il ne faut pas oublier qu'il y a également les accords de partenariat économique qui mettent les difficultés, qui mettent les entreprises en difficulté, notamment dans leur caractère, je vais dire, par rapport à la compétitivité. Mais peut-être avant d'analyser les conséquences, peut-être pour revenir un tout petit peu sur les origines, on a quand même le sentiment, lorsqu'on écoute les membres du gouvernement, qu'eux-mêmes, c'est un peu à contre-cœur, n'est-ce pas, qu'ils décident de l'augmentation des prix du carburant au regard, n'est-ce pas, de la pression qu'ils ont des institutions financières internationales. Est-ce que le Cameroun a écoudé franche pour pouvoir, n'est-ce pas, maintenir les prix du carburant à la pompe tels qu'ils sont, je vais dire, pour éviter une augmentation comme celle qu'on a obtenue vendredi dernier? Alors avant d'évoquer l'échappatoire qui consistera à dire que nous serions victimes des institutions de Bretton Woods et que nous sommes quasi forcés d'en arriver où nous en arrivons aujourd'hui, je voudrais en profiter pour saluer mes amis politiques qui se trouvent toujours dans les prisons camerounaises pour avoir justement revendiqué notre droit à une vie plus, comment dirais-je, plus digne. Un bonjour particulier à mon homonyme Bombo Charles et aussi un petit clin d'œil au CED et il se reconnaîtra. Je voudrais dire une chose. D'abord, je vais m'assurer que nous 5 ici paierons le même prix à la pompe demain, aujourd'hui. Je pense que Raphaël n'aura pas d'exemption. Hein. Bien qu'il soit du parti au pouvoir, il devra passer à la pompe lui aussi. C'est un clin d'œil que je fais à mes compatriotes en leur disant que, pour ceux-là surtout qui tout le temps disent « je ne fais pas de politique », la politique est en train de vous faire. Il va falloir peut-être que vous en mêliez et que vous signifiez à ces gens qui sont juges et partis. Parce que ceux-là qui sont en train de nous imposer ces mesures sont ceux-là dont nous attendons depuis plus de 2 ans que M. Biya prenne des décisions, notamment ces prévaricateurs, je parle de la ligne 94, je parle de la Covid et tous les autres scandales que je ne saurais citer ici, nous serions encore là dimanche prochain. Expliquez-moi comment se fait-il qu'il y ait des niches donc comme celle-là, qu'il y ait des gens qui sont identifiés par un organisme étatique, donc on ne peut pas remettre en cause. J'espère que la Cour constitutionnelle, ou comment on l'appelle, la Cour des comptes, il ne siège pas en son sein de militants du MRC ou d'un autre parti politique, autre que le RDPC. Que ces gens qui ont été identifiés comme nous ayant pillé en centaines de milliards de francs CFA, en centaines de milliards de francs CFA, que M. Paul Biya, président de la République, soit venu 2 années de suite nous faire des promesses comme il en fait toujours et qu'il ne tient jamais, que jusqu'aujourd'hui ces gens-là soient en place, que cet argent personne ne le cherche et que justement parce qu'ils ont pillé les caisses de l'État et qu'ils ne sont pas prêts à nous rembourser, on nous impose à nous d'attacher nos ceintures pendant que de manière ostentatoire ces membres du gouvernement jusqu'au sommet affichent, comment dirais-je, mais alors un mode de vie entre les jets privés des enfants des uns et les gâteaux d'anniversaire, etc. Je veux dire, à quel moment est-ce que les Camerounais vont se rendre compte qu'ils ne comptent pas pour ces gens-là? Nous ne comptons pas pour eux. Nous ne comptons pas pour eux. Mais ils n'ont même plus de pudeur
Ils n'ont même plus de pudeur. À l'heure où nous nous trouvons aujourd'hui, et à partir de demain matin, nos sœurs, nos épouses, nos filles vont subir comment dirais-je, un choc de plus, et nous allons nous devoir faire face. C'est-à-dire que les 5 000 francs qu'on donnait pour déjeuner une journée ne suffiront même plus pour un seul repas. Parce que, en plus, ils sont hypocrites, malhonnêtes. En même temps qu'ils ont augmenté le prix du carburant, mais ils auraient dû avoir l'honnêteté d'y adosser les prix du transport, qui ont augmenté le même jour, même si ça n'est pas officiel. Plus personne à Douala ne paye le taxi, ni à Douala, ni à Yaoundé, ni ailleurs, ne paye le taxi 300 francs dans la journée. C'est terminé. Ça s'est répercuté sur beaucoup de choses dès le jour où il y a eu hausse du carburant. Mais pourquoi ils ne le disent pas? Ah, ils veulent nous mettre en porte-à-faux avec les transporteurs. On va se disputer avec eux alors qu'on sait que les pauvres ont déjà subi une première hausse. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Parce qu'avant qu'on arrive à cette fin d'année, nous serons probablement à 1000 francs. Au moins à 1000 francs le carburant. Alors, je voudrais surtout interpeller, malheureusement, c'est souvent ici, ou malheureusement, heureusement que je le fais, je voudrais demander à M. Biya, même s'il n'a été élu que par 71% de 3 millions de Camerounais, il est quand même le président de la République ici. À quel moment va-t-il se rendre compte des réalités de ce que nous vivons? À quel moment va-t-il s'en rendre compte? À quel moment va-t-il prendre le taureau par les cornes et premièrement nous débarrasser de ces enfants, de ces voleurs? Quand est-ce qu'il va le faire? Ne serait-ce que pour nous mettre un peu de baume au cœur, qu'on ne voit plus les mêmes qui nous ont volés, qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est et qui nous imposent aujourd'hui, pendant que, je pense, les bons de carburant n'ont pas baissé dans les ministères. Bien au contraire. À la présidence de la République, on sait bien, le budget là-bas aussi a augmenté. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Tous ces gens nous servent à quoi? Ils nous servent à quoi? Ils nous servent à quoi? Alors, les institutions financières internationales auront bon dos, parce que ce sera le discours à partir de demain. Dire qu'il nous a été imposé, Et je voudrais rappeler, aussi rappeler aux Camerounais que quand on parle de subvention de l'État, l'État ne sort pas un centime, il diminue le nombre des taxes qu'il nous impose, parce que dans la composition du prix du carburant, essentiellement, ce sont les taxes gouvernementales qui impactent. Donc ils n'ont fait que diminuer un peu de ce qu'ils nous volent déjà. Ils n'ont pas sorti un centime. Et nous allons là, tout droit, vers une catastrophe. Je dis bien une catastrophe. La situation des ménages au Cameroun, à date, était déjà indescriptible. Aujourd'hui, nous faisons référence à la Guinée équatoriale. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! C'est quel pays où il n'y a plus aucun espoir? Même ce qui nous restait est mort à Abidjan. Aucun espoir. Tout est décadent. Décadent. Et vraiment, j'incite mes compatriotes à s'impliquer lourdement. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce que nous revendiquons, ce sont nos droits. Nos droits et rien que nos droits. Charles, sur la question justement de la démarche de manœuvre du gouvernement face à la pression des institutions financières internationales, je dois préciser ici que j'ai parcouru un article d'Eco-Matin daté du 6 novembre 2023 et qui indiquait que dans la perspective, n'est-ce pas, de la conclusion de nouveaux programmes avec le FMI en 2024, les autorités camerounaises ont été invitées à satisfaire l'exigence des bailleurs de fonds, notamment baisser la subvention d'environ 30%, d'augmenter le prix du carburant à la pompe, de garder un semblant d'équilibre budgétaire et de mener à bien donc les projets de la SND 30. Lorsqu'on regarde tout cela, et lorsqu'on regarde le programme économique du Cameroun et les engagements avec les bailleurs de fonds internationaux, on se rend compte que en juin, il va falloir, selon le gouvernement, conclure en beauté, n'est-ce pas, son programme avec les bailleurs de fonds internationaux, et à partir de juillet, conclure un nouveau programme dans ce sens-là, et donc bénéficier de toutes les subventions y afférentes. Lorsqu'on analyse ça, le sentiment qu'on a, c'est que le gouvernement, en réalité, n'avait pas d'autre choix que d'augmenter les prix du carburant à la pompe. Ici, il avait un choix. Lequel? La réduction du train de vie de l'État. Ça, il n'a pas besoin des institutions financières internationales pour le faire. On pouvait déjà réduire même le nombre de membres du gouvernement.
tout le monde est ministre, secrétaire d'État, et à quoi ils nous servent? À quoi ils servent? C'est l'armée mexicaine, des généraux partout. À quoi sert tout ce monde-là? À quoi sert tout ce monde-là? Franchement, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui est 70 ministres et assimilés dans un pays pauvre, très endetté? Pendant qu'on ne peut pas parcourir 100 mètres, y compris à Yaoundé, à 100 mètres de la poste centrale, sur du bitume. À quoi ils nous servent? Ils ne nous servent à rien. Qui commencent déjà par se faire harakiri eux-mêmes. Au moins, ils nous donneraient l'impression qu'ils participent à l'effort national. Mais aucun d'entre eux n'y participe. Monsieur Biya le premier. L'exemple vient d'en haut. J'ai jamais autant entendu parler d'aller-retour de jet privé que ces derniers mois. Et c'est payé sur les deniers de la présidence. Et chaque Camerounais sait à quoi je fais référence. Les jets privés de Nana pour la carte. Non, celui, le seul enfant tranquille, c'est le fruit de sa sueur. C'est son employeur qui paye. Non, le jet privé, les Camerounais ils savent de qui je parle. La sœur de monsieur la Peut-être que Raphaël Nougou devrait... Non, Raphaël, c'est de qui je parle, c'est sa petite sœur. Alors, Raphaël, peut-être avant d'évoquer ces questions de jet privé, en tout cas, je crois que Charles peut faire allusion à la question de la réduction du train de vie de l'État. On remarque, et les journaux en parlent, il y a, n'est-ce pas, une sorte il y a un certain nombre de personnes qui ont... on va dire, je crois, qui sont proches du pouvoir, qui mènent une vie ostentatoire, qui ne se cachent même pas, ça se partage sur les réseaux sociaux, et pendant ce temps, on indique qu'on doit continuer à retrousser les manches, on doit réduire le train de vie de l'État. D'ailleurs, je crois qu'il y a une récente circulaire du Premier ministre chef du gouvernement, dans le sens d'amener les administrations publiques à être un peu plus rigoureuses sur la façon de gérer les fonds publics. Est-ce qu'une véritable réduction du train de vie de l'État serait une alternative, n'est-ce pas, à cette augmentation des prix du carburant qui, de tout point de vue, vise à résorber, comme a dit le texte du Premier ministre, les contraintes budgétaires? Avec sa permission, Duval, je vais aider Raphaël. Celui qui a indiqué ça là, qui est-ce qui l'écoute? Qui a indiqué quoi? Le premier nom sur la liste du gouvernement là. Qui l'écoute? Le Premier ministre. Oui, appelez-le comme vous voulez, le premier nom sur la liste. Qui l'écoute? Donc tout ce qu'il indique là. Oui, mais avant qu'il le dise, le président de la République lui-même, dans son discours 31 décembre, il a dit qu'il faut réduire le train de vie. On attend aussi qu'il mette que les gens rendent de gorge. Il a fait. Aucun d'entre eux ne tient parole. Mais en tout cas, c'est à Raphaël que la question est adressée. Oui, oui. Du coup, il faut dire que c'est effectivement le problème qui caractérise aujourd'hui les Camerounais d'en bas, comme disait souvent, que dit souvent quelqu'un. Parce qu'en réalité, lorsque on souffre dans sa chair, comme on dit au quartier, que ventre fermé n'a pas d'oreille. Donc à un moment donné, quand vous avez fait 2 jours sans manger, et que vous voyez tout cela, même si vous êtes du parti au pouvoir, vous allez sortir de vos gonds pour dire comment est-ce que nous autres on est appelés à mal vivre. Et donc, vous avez si bien dit, le président à chaque fois toujours parlé du train de vie de l'État, effectivement. Mais sauf que cela n'est pas toujours vécu sur le terrain, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que ce train de vie-là est réduit. Et effectivement, ça dérange. Ça dérange plus d'un Camerounais. Vous savez, dans une autre vie, je suis syndicaliste et je suis pour la justice sociale. À un moment donné, si vous êtes dans votre maison, vous mangez vos 3 repas indiqués, vous pouvez donner le reste aux chiens pendant que les voisins qui vous entourent ne mangent pas. Je vous assure que ce n'est pas normal. Donc, comme on parle du carburant, effectivement, lorsqu'on parle du train de vie, on voit effectivement des voitures et autres bons de carburant qui peuvent être donnés, que ce soit aux membres du gouvernement assimilés et même aux responsables de second rang. Le président parle de réduction du train de vie. Effectivement, c'est possible. Comment est-ce possible? Les ministres qui ne sont pas des ministres de terrain n'ont pas besoin de véhicules 4x4 haut de gamme, de V8. Si on enlève celui des travaux publics en principe, de l'agriculture, de quelques ministères là, les autres doivent avoir des berlines et à un prix très réduit. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'effectivement on commande ces voitures là et on les voit avec ça dans les rues de Yaoundé, alors qu'ils doivent se rendre dans nos villages où les routes sont mauvaises.
Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer là de la hausse du prix de carburant. Ce que Charles indiquait est réel. Le taxi a augmenté. Surtout qu'il y a eu la spéculation un peu avant le communiqué final, ou si vous voulez le communiqué du secrétaire du Premier ministre, secrétaire général du Premier ministre. Il y a eu la spéculation où on a dit que le taxi passerait à 400 la journée et 500 la nuit. Et je vous assure que c'est ce qui est pratiqué depuis hier. À chaque fois que vous stoppez une moto ou un taxi, si vous accrochez la station, vous dites, regardez, vous-même lisez là-bas. Ça dit que le carburant a augmenté. Et ça, là, ce n'est pas une bonne manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut que notre gouvernement apprenne à bien communiquer. Ils ont réuni les syndicalistes et autres défenseurs des droits des consommateurs. Au sortir de cette conversation, on a eu un communiqué qui nous a dit les négociations vont se poursuivre. Mais ce soir, on a vu un communiqué du secrétaire du Premier ministre, M. Magua Fouda. On se pose la question, pourquoi au moment où le ministre du Commerce et ses autres camarades avec les syndicalistes, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit que, après constatation et au regard de la hausse de carburant qui arrive, voici revu les prix des taxis. Et vous savez que lorsque le transport a déjà été corrigé de cette manière, tout va augmenter au marché. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la possibilité, 5 000 même, c'est comme disait Charles, on ne peut plus même le déjeuner à la maison. Pour nous autres qui voulons faire des enfants, parce que la Chine est forte aujourd'hui à cause de la main-d'œuvre. Donc il faut qu'on fasse plus d'enfants. Mais nous qui voulons encore faire des enfants, comment on va vivre donc dans ce contexte-là? C'est-à-dire que vous allez arriver, on vous demande un œuf, on va vous dire que l'œuf c'est désormais 125. Et vous savez, on a dit que le gaz n'augmente pas. Qu'est-ce qui transporte le gaz? C'est des camions qui utilisent le gasoil. Vous croyez que le gaz dans le camion qui utilise le gasoil, le gaz qui est transporté, on ne va pas ajouter d'une certaine manière le prix du gaz. Claire. Donc tout ceci nécessite une bonne communication où on se réunit autour du Premier ministre, même si entre guillemets, comme disait Charles, n'est pas écouté, il faut dorénavant qu'il amène les membres du gouvernement à se faire écouter. Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans un pays où on n'a pas l'impression que ceux qui sont allés, ceux qui étaient du côté de la CSPH, quelques ministres qui étaient là-bas, on n'a pas l'impression qu'ils ont eu l'aval du Premier ministre. Parce que si ça avait été le cas, c'est que dans le communiqué de son secrétaire général, on devait y mentionner soit ces ajustements-là, soit leur dire que, et d'ailleurs vous ne pouvez pas augmenter le carburant et demander au taximan de ne pas augmenter le prix du transport. Sinon ils vont donner la recette comment dans leur patron, ils vont fonctionner comment. Et ne perdons pas de vue, moi je sors d'un Gomzab là-bas, dans mon village, pour partir de Yaoundé, c'est moins de 100 km, nous payons 3 000. Donc désormais nous allons payer 4 000. Lorsque le bâton de maillot vient là-bas pour se faire vendre en Vombi, on va vendre le bâton de maillot à 200 francs. Ça c'est clair. Or, il fallait déjà donc prendre tout cela en amont pour éviter cette tension-là, ce qui peut couper les dernières veines des Camerounais, c'est-à-dire que la maladie communément appelée l'AVC. Parce que vous allez faire comment quand les enfants doivent aller à l'école? Nous sommes en plein dans les 3e tranches. Avec les chefs d'établissement, que j'appelle aussi parfois des commerçants, qui nous imposent cela en janvier. Et donc, nous sommes dans les 3e tranches. Lorsque les enfants ne payent pas, ils sont à la maison. Et puis, l'augmentation est là. Quand le président a annoncé cela dans son discours du 31 janvier, il fallait déjà que le gouvernement dans son ensemble se mette en blanc. Pour voir dans quelles conditions, effectivement, on ne va pas nous surprendre. Parce qu'aujourd'hui, il l'a dit, Charles, est-ce que lorsqu'on va à la pompe, là, qui prenons dans nos poches pour payer, c'est visible et c'est clair. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit au quartier? Nous avons longtemps alors, essayé de croire qu'on pouvait étouffer. C'est-à-dire que le FMI a longtemps dit arrêter la subvention. Orienter les fonds de la subvention dans les projets de développement. Orienter ces fonds-là. Naturellement, Edmond parlait de la Sonara. C'est-à-dire qu'on peut trouver des voies et moyens, soit qu'on achète des machines, soit on rénove, je ne sais pas, je ne suis pas technicien, mais lorsqu'on leur propose que cela soit fait, que notre carburant puisse être raffiné au Cameroun, pour qu'on essaie de parler à cela. On n'en a pas réfléchi. On est au sol, comme on dit, au quartier.
on est au sol. Mais il faut qu'on fasse tout. Certains de vos camarades ici, lorsqu'on avait évoqué la question de cette subvention, de cette pression du Fonds monétaire international, indiquaient que le Cameroun était un État souverain et que, jouissant de la totale souveraineté, justement, il n'était pas question que le Cameroun plie à quelques exigences que ce soit du Fonds monétaire international. Personne ne doute la souveraineté de l'État du Cameroun d'ailleurs, personne ne doute. Mais il se trouve que les réalités sont là, c'est visible. Le monde avance, le Cameroun avec. Nous avons aujourd'hui dans le monde entier des ingénieurs en tout. C'est-à-dire dans tous les domaines, les Camerounais y sont. Ça veut dire que si on essaie de jongler là, un frère que nous avons en Australie, par exemple, va vous dire que Raphaël, ce que vous avez dit sur Equinox, dans votre réponse là, ce n'est pas vrai parce que voici la réalité. Donc on ne peut plus se cacher aujourd'hui. Le Cameroun est déjà un pays illuminé. Il faut tout simplement que nous ayons des hommes illuminés. Parce que si nous croyons qu'on peut encore gouverner comme il y a 30 ans, voire 40 ans, ce n'est plus normal. Pas l'imposture. Ce n'est plus possible. Qu'est-ce qu'il y a de faire maintenant? C'est de nous asseoir demain, ou si vous voulez, le gouvernement s'asseye demain autour du chef du gouvernement. Que j'ai toujours dit ici qu'il va falloir imposer le respect. Il faut qu'on respecte ce monsieur. Les membres du gouvernement auquel il est chef le respectent. Ils s'asseyent donc. D'abord pour fixer de manière officielle les prix du transport. Il ne faut pas que ce soit une affaire où, quand je me retrouve à Lobaba, on me dit que 350 pour aller à Yassa. Quand je suis à Bounamou, ça veut dire 400 pour aller à Lobaba. Non. Et puis je voulais dire aux amis taximens, pour que si on demande le transport à 400 francs, nous allons payer à 250 désormais et 300 parce que le pouvoir d'achat est faible. Dans les spéculations de l'avant-hier, vous avez vu, certains ont écrit qu'on devait augmenter le salaire à 4,3% ou 5%. La dernière fois, on avait augmenté 5%. Pour le Cameroun lambda, quand vous avez 100 000, c'est 5 000 francs qui s'ajoutent. Est-ce que si le transport vous coûtait 20 000 par mois, les 5 000 francs ne peuvent même pas pallier aux questions de transport? Donc, en ce moment, donc, il n'est pas toujours, et là, je m'adresse à mes camarades syndicalistes du secteur transport, que n'allez pas penser que c'est le fait d'augmenter à 400 ou 500 qui va résoudre le problème. Parce que quand je n'aurai pas la possibilité de me placer, et tant que cette affaire-là est encore une activité libérale, quand je me place pour dire je vais à Bonan, je veux dire, s'il vous plaît, j'ai 200. 2-3 taximans vont me refuser, peut-être le 5e va me porter. Il vaut mieux peut-être fixer le prix à un niveau où on sait que le pouvoir d'achat va résoudre cela. Parce que si on n'a pas la possibilité, tout à l'heure, ils m'ont parlé des licenciements qu'il y a eu dans les secteurs privés et tout. Vous avez entendu dans le communiqué avant, le communiqué de la concertation, où on vous a dit que il y aura des concertations dans le secteur privé. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque, tout à l'heure, peut-être, deuxième, si on va parler de ça, lorsque le secteur privé lui-même est fragilisé de cette manière, d'ailleurs, c'est très compliqué dans le secteur privé aujourd'hui. Comment vous faites? Il n'y a qu'à saluer certainement votre PDG qui, on vous voit, vous êtes très beau, vous avez les beaux costumes, mais on ne sait pas si dans les autres secteurs d'activité, ça marche véritablement comme ça. Parce que c'est très difficile pour s'en sortir dans le secteur privé. Je finis totalement pour sortir. Au moment de venir ici. Le juste préciser que l'habit ne fait pas le moine. Oui, mais c'est pas le moine. Le moine. Quand je venais ici en studio, j'ai vu une vidéo. Le président de la République avait demandé aux jeunes d'oser. Il avait demandé aux jeunes de dans les activités agro-pastorales. J'ai vu une jeune fille qui en pleure dans l'arrondissement de Lobo, qui se plaint qu'un certain délégué régional aurait dévasté son hectare de manioc qu'elle a mis sur pied. Parce qu'elle se dit qu'elle peut payer ses études avec l'agriculture. Et il aurait dévasté, il pose la question que qu'est-ce que je dois faire maintenant que mon champ de manioc est déjà volé de cette manière? Il s'adresse au Camerounais, s'adresse au gouvernement. Si donc on rentre dans l'agriculture, effectivement, et que je compte beaucoup plus sur le gouvernement d'investir l'argent qui était destiné au financement, si vous voulez, au carburant, aux subventions de carburant. C'est-à-dire que nous avons un véritable problème du foncier au Cameroun. Parce qu'elle brandit 2 décisions du ministre du domaine pour dire que le ministre du domaine avait reconnu que c'est sa famille qui a ce terrain. Le délégué aussi est venu avec une autre décision du ministre. Je prends tout cela pour indiquer le problème que nous avons dans l'avenir ici, rien n'est fait. Parce que les affaires comme le carburant, généralement, touchent l'ensemble des Camerounais.
Et il va falloir qu'on résolve très rapidement ce problème, pas en baissant les prix, mais en trouvant les niches, la possibilité que les Camerounais puissent vivre comme cela se doit. Et il n'y a pas de réelle volonté du gouvernement de collaborer avec le secteur privé. C'est le seul pays au monde où je n'ai jamais vu le président de la République recevoir le patron des patrons. Comment est-ce qu'on peut fonctionner dans un pays comme celui-là? Quel qu'il fût d'ailleurs, hein, parce qu'on va aborder le sujet, que ce soit Tawamba ou quelqu'un d'autre. Quand est-ce que le président de la République les a rencontrés? Un jour, pour savoir quelle est la réalité du terrain? Jamais. Alors, Jean-Robert Wafo, il y a justement la question des mesures d'accompagnement, parce que aujourd'hui, les prix ont augmenté. Et c'est vrai qu'il y en a qui espèrent que si le prix du baril à l'international baisse, il est probable que le prix baisse aussi. Ça, c'est pour susciter certainement l'espoir. Mais la question, c'est maintenant que c'est acté, que le prix augmente, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement a annoncé un train de mesures d'accompagnement pour justement permettre d'atténuer l'impact, n'est-ce pas, de ce réajustement des prix à la pompe. À brève échéance, c'est ce que dit le communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, à brève échéance, les mesures d'accompagnement suivantes. Revalorisation des revenus des agents publics à hauteur de 5% du salaire de base, ouverture du dialogue avec le secteur privé sur le SMIG, ainsi que sur les questions connexes. Ensuite, l'allègement de certaines charges fiscales et douanières dans le secteur du transport routier. Si on s'en tient à cela, le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, le gouvernement sait quel peut être l'impact de ce réajustement des prix à la pompe et envisage donc des mesures d'atténuation de l'impact de ces mesures-là. Est-ce qu'elles sont pertinentes de votre point de vue? Vous savez, le débat qu'on est en train de faire là, pour moi, à l'heure où on parle, ça relève de la fiction. Pardon? Oui. Qui a signé l'augmentation du prix du carburant? Il y a un communiqué qui vient du secrétariat des services du Premier ministre. Il est qui? Dans l'architecture gouvernementale, il est qui? Mais les prix sont déjà appliqués. Mais c'est à tort. Un non-sens complet. C'est à tort. Le secrétaire général des services du Premier ministre, il a quel rang dans ce gouvernement? Parce que les Camerounais ils engagent des débats, mais il a quel rang? Est-ce qu'il engage le Premier ministre? Mais ce pays-ci ne marche pas la tête. Mais le Premier ministre est l'autorité hiérarchiquement établie au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif, après le président de la République. C'est dans la Constitution. À partir du moment où il y a plusieurs ministres, membres du gouvernement, qui rentrent dans une négociation ou une concertation, c'est un document qui doit être signé à la fin, vous êtes par leur supérieur hiérarchique commun, c'est le Premier ministre. Mais le secrétaire général, il est qui dans l'architecture gouvernementale pour signer ce communiqué? Il est qui? Il engage qui? On est dans le farfelu. Je dis, on est dans le farfelu. Il n'est même pas ministre. Si ça avait encore été peut-être un des ministres, je ne sais pas qui, ou c'est le ministre de l'eau, de l'énergie, ou alors peut-être le ministre du commerce, on aurait pu comprendre. Mais lui, il signe en tant que qui? Magua, c'est la fin, vous signe en tant que qui? Maintenant, vous êtes un homme de droit. Il signe en tant que qui? On discute de quoi? Je veux savoir. On discute de quoi? Mais Jean-Robert Wafo. Écoute, est-ce que le Premier ministre ne peut pas le faire? Mais les prix sont appliqués et personne... Mais écoutez, mais c'est parce que... personne n'a rechigné. C'est pour ça que je dis, c'est parce que à un moment donné, les gens sont accommodés au fait que le Cameroun ne marche pas à la tête. C'est tout. Monsieur dit comme c'est tout. Il est qui? Tout à fait. Dans l'architecture gouvernementale, il est qui? C'est le premier débat qu'il faut mener. Parce que lui-même, il ne peut pas se prévaloir de ce dont se prévaut l'autre qui dit sous haute instruction. Voilà. L'autre au moins même dit que sur haute instruction. Oui. Donc après c'est vrai, mais au moins il dit sur haute instruction et
celui à qui les hautes institutions sont donc adressées, qui signe après. Mais celui qui vient signer, L'imposture en permanence. il signe quoi? Est-ce que vous voulez insinuer que ce communiqué est susceptible d'être... Peut-être qu'il n'a pas rencontré l'approbation du Premier ministre. Mais quelqu'un peut ne pas appliquer. Mais le document circule depuis vendredi. Il leur a dit, faites comme vous avez l'habitude de faire, non? Faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi, je ne suis pas dedans. C'est ça que le pose un problème sérieux. Parce que après, c'est fondamental. Ndougou a dit, il a parlé donc du Premier ministre. Oui. Il a dit, il a parlé donc du Premier ministre, et je vais dans son sens. J'anticipe, je vais même un peu plus en avant. Raphaël Ndougou, qui est le secrétaire général du Premier ministre? Est-ce qu'il peut engager tout un gouvernement? Quand il y a un budget qui va être approuvé, qui va lire le discours de politique économique, sociale et culturelle? Est-ce que c'est le secrétaire général des services du Premier ministre? Non. C'est le Premier ministre lui-même. Voilà le premier débat qu'il faut poser sur la table. Vous n'avez jamais vu ce monsieur au Parlement? Jamais. Alors, Il a... Parce que, vous savez, supposons que hier, on va faire un peu de la fiction, puisque tu as dit qu'on est dans la oui, fiction. mais Maintenant, en attendant, peut-être qu'il y a un communiqué du Premier ministre, effectivement, qui est en train d'arriver et qu'on va peut-être avoir demain. Non, mais je dis ça. Oui, bon, peut-être qu'il peut avoir une révision. Mais maintenant, en attendant, analysons les mesures d'accompagnement. Parce que dans tous les cas, le président de la République avait annoncé, dans son discours du 31 décembre dernier, qu'on ne peut pas ne pas procéder. Je ne refuse pas même s'il y a un autre communiqué. J'étais sur ce plateau et je n'étais pas d'accord avec cette augmentation. Quand le président de la République donc instruit, que dit la Constitution? Qui est chargé de la mise en application des directives du président de la République? Le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Oui, là, c'est pas le secrétaire général de la République. Là, on est d'accord. Là, c'est bien compris. Mais la question que je pose, c'est dans la fiction qui a été imposée par le secrétaire général des services du Premier ministre. Les mesures d'accompagnement, est-ce qu'elles sont pertinentes? Parce que dans tous les cas... Dans la fiction, écoutez, c'est pour ça que je dis, je rentre maintenant dans la fiction. On est donc d'accord, moi? Si on est d'accord, allons-y maintenant. Est-ce que les mesures d'accompagnement peuvent paraître sont pertinentes? Dans tous les cas, il y a une augmentation puisque le président... Oui, mais je note déjà que pour le moment, on ne doit même pas appliquer. Bon, ok. Comme dans une fiction, allons-y. Mesures d'accompagnement, ça concerne combien de personnes? Parce que vous avez annoncé qu'il y aura 4,5%. Revalorisation des revenus des agents publics à hauteur de 5%. Donc, que les agents publics... Avec ouverture du dialogue avec le secteur